Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Joget et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Ici, on questionne notre contexte professionnel qui se transforme. L'occasion de sortir des recettes traditionnelles qui ne fonctionnent plus et de faire un pas supplémentaire au service d'un leadership unique, personnel et aligné. 2 fois par mois, je partage avec vous mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Ces hommes et ces femmes sont des dirigeants d'entreprise, des experts, des entrepreneurs, qui tous, dans leur vie professionnelle, interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ils et elles ont accepté de partager leurs expériences, et avec eux, je vous propose de questionner nos fonctionnements et de revisiter notre leadership. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relations aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, pour enregistrer cet épisode, on a traversé la Seine. Et en sortant de la gare, on a pris une rue qui monte très fort. Vous savez, c'est une de ces rues qu'on regarde d'en bas, on se demande si on va vraiment y arriver avant de se lancer petit pas après petit pas. Et puis ensuite, quelques marches supplémentaires pour arriver à l'interphone. Et puis ensuite, un ascenseur, ce qu'on voit parfois dans les films, en fer forgé avec cette étiquette aux roues combalusier que certains reconnaîtront. Et jusqu'au 6e étage. Mais cet effort est largement récompensé parce qu'aujourd'hui, on est à présent installé devant une énorme baie vitrée avec tout Paris sous nos yeux, 180 degrés sur la capitale, des tours de la Défense au sud, à la forêt de Meudon au nord, et la tour Eiffel en plein milieu, la tête dans les nuages qui couvrent aujourd'hui la capitale. Les températures sont probablement 10 degrés sous les normales saisonnières, mais on est bien comme dans un nuage justement, avec une tasse de thé, dans un salon raffiné et confortable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Hélène Dercourt, coach de dirigeants depuis de très nombreuses années et aujourd'hui associée chez Osiris, où en plus de tous les clients qu'elle accompagne, elle dirige aussi l'école de coaching et donc forme et certifie une 15aine de coachs chaque année à l'intelligence de soi. Hélène, bonjour. Bonjour Marc. Comment vas-tu ? Très bien. Ravie d'être avec toi. Alors j'ai décrit en quelques mots l'ambiance du lieu dans lequel nous sommes. Alors ce mélange d'espace, de vision, la tête dans les nuages, mais aussi ce côté raffiné, c'est toi ? Je ne sais pas si c'est moi. En tous les cas, c'est sûrement mon lieu, dans le sens où j'adore ce côté belvédère. C'est-à-dire que je m'assieds dans le canapé ou sur ma chaise longue là-bas et je peux y passer de longs moments, soit à rien faire, même pas penser, soit à penser, à lire et à regarder des films. Oui, c'est vraiment... j'adore ce côté cocon. Il y a la vie trépidante, très active, et puis ces moments d'arrêt qui sont absolument essentiels pour moi. Et on le sent bien aujourd'hui et on est très bien. Comme vous le savez, dans Chiche, c'est l'invité qui se présente lui-même. Hélène, est-ce que tu veux bien partager avec nous ton parcours en quelques mots ? Et peut-être en particulier, comme c'est ce dont on va parler ensemble, les moments de transformation qui ont jalonné ton parcours, tu sais, ces moments où volontairement ou involontairement, on n'est plus tout à fait le même après qu'avant. Il y en a eu de nombreux parce que je suis née en 66 et si je dois me présenter, je pense que l'âge et le lieu est très révélateur d'un parcours, même si je sais que souvent en entreprise c'est compliqué de poser ces questions, mais pour moi en tous les cas ça me définit. Donc j'ai grandi dans une famille très aimante et dans une grande fratrie. D'ailleurs, j'ai eu l'immense bonheur de pouvoir reproduire la même chose. Je suis mariée maintenant depuis 34 ans et nous avons 3 enfants, mariés aussi, ou presque, et 3 petits-enfants. Alors des transformations,
Oui, je crois que la première a été peut-être sous une forme de désillusion, puisque j'ai toujours pensé à ce que j'allais faire. Je n'ai pas suivi les opportunités. Dès petite, je me posais la question, mais quelle est ma mission sur Terre? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je vais avoir à faire? Et je pensais que j'allais devenir éducateur spécialisé pour les enfants en difficulté. Et puis ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait sûrement pour de mauvaises raisons, dans le sens où j'ai fait des études de droit très jeune, parce que j'étais plutôt en avance. Et j'ai envie de dire presque mon milieu social m'a dit mais non, mais tu peux faire plus, vas-y, sois juge pour enfants. Et c'est comme ça que j'ai continué les études et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout faite pour être magistrate. Donc cette première transformation, finalement, elle est venue d'un défaut de parcours. C'était pas ce que j'avais prévu. Et là, j'ai eu un moment de flou où je me suis demandé ce que j'allais faire. Et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui pourrait le plus ressembler à ce que j'ai envie d'être? Ce qui était sûr, c'est que j'allais travailler avec l'autre et que je voulais être utile. Là encore, je pense que c'est très marqué par l'époque. À l'époque, tout le monde voulait faire de l'humanitaire et c'est ce que j'ai commencé par faire. Je suis partie à la Croix-Rouge française comme volontaire en mission internationale. Et j'ai travaillé dans les orphelinats roumains. J'ai presque envie de dire sans grande difficulté. Je crois que depuis toujours, je suis née avec la conscience de ce que pouvait être le grand bonheur et le grand malheur. Et aussi avec la certitude que finalement l'environnement compte pour être heureux ou malheureux, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que j'ai vu des enfants dans ces orphelinats, c'est-à-dire c'est l'enfer sur terre, hein, mais qui débordaient de joie. Et de même que je vois autour de moi, dans un environnement très gâté, des gens qui sont profondément malheureux et pour de vrai. Alors, te dire que cette expérience m'a transformée sûrement. Est-ce que j'en suis complètement lucide sur comment ça m'a transformée? Pas forcément. Mais juste pour finir, si je dois finir de me présenter, donc je suis rentrée dans une société qui s'appelle Altran. Altran Technologies, je suis rentrée, on était 320 et je suis partie, on était 18 000. Wow. Donc en 10 ans, ça a été une transformation permanente. Et là, j'ai trouvé mon vrai métier, ma vocation. Je suis devenue médiatrice interne. Et c'est la médiation, en fait, qui m'a amenée au coaching. Voilà, j'ai trouvé ma place et c'est devenu ma vocation. Pour moi, le coaching, c'est la médiation de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le coaching d'équipe, c'est de la médiation de la diversité en présence. Et tout ça dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. Et ça a été ton démarrage en entreprise après des transformations. Et c'est amusant parce que quand je t'écoute, enfin en tout cas c'est intéressant parce que, et on en reparlera probablement dans notre conversation, c'est comme s'il y avait des transformations qu'on lidait, qu'on souhaitait, qu'on provoquait, et puis d'autres transformations qui s'imposaient. En tout cas, c'est la réflexion que je me fais en t'écoutant. On est dans un environnement qui bouge. Nous bougeons. Entre le bébé qui naît et qui fait en moyenne 3 kilos pour 60 cm et le vieillard que nous serons si Dieu nous prête vie, on voit bien que même dans nos corps, la transformation, elle est permanente. Et je n'ai même pas envie de dire qu'on l'a subie, on la vit. C'est ce temps qui passe et qui, effectivement, on se transforme en permanence. Toute la question étant de savoir si cette transformation, il y a possibilité de l'orienter. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait bien, est-ce que c'est bien de l'orienter? C'est là que
que les travaux de Jung nous aident énormément. Il y a plein de notions que tu mets dans la fonction et aussi dans ce thème de la transformation qui ne sont pas toujours ce qu'on vit en entreprise. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Merci en tout cas pour cette introduction. Il y a très nombreuses années, quand je travaillais chez PayPal, une entreprise américaine, je me souviens de l'arrivée de David Marcus, qui était le nouveau CEO, et il nous avait réunis pour quelques jours dans ces grandes conventions comme les entreprises californiennes savent les faire, et le thème c'était « turnaround ». Et pour être honnête, c'était la première fois que j'entendais ce mot. Ensuite, j'ai pu cesser de l'entendre dans mes fonctions suivantes ou de le lire dans la presse business. Voilà, General Motors, Gucci, Walgreens, Citigroup, rien qu'en lisant la presse hier... les exemples sont nombreux de ce que la presse appelle parfois même les turnaround CEOs. Car il semble qu'il y ait un profil spécifique de turnaround CEO, en fait, les dirigeants chargés de remettre les entreprises sur les rails ou de les transformer. Et si on réfléchit, c'est d'ailleurs très souvent l'une des missions du dirigeant que de transformer une organisation ou une équipe. C'est souvent en fait une des choses qu'on lui demande de faire, ou en tout cas qui est dans le cahier des charges quand on le recrute. Mais au-delà du résultat, c'est la dynamique de transformation elle-même qui m'intéresse aujourd'hui. Le lien, s'il existe, et je le crois, entre la transformation de soi et la transformation de l'organisation. Et comme c'est un sujet qui est souvent au cœur des entretiens de coaching qu'on mène, je me suis dit que tu étais, Hélène, la personne toute trouvée pour creuser le sujet. Et qu'ensemble, on arriverait sûrement à répondre à cette question, en fait. Est-ce qu'on peut transformer une organisation sans se transformer soi-même? Je pense que de toute façon, la transformation, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On se transforme. L'entreprise se transforme. L'individu se transforme. Donc, pour moi, la question n'est pas est-ce qu'on est obligé de se transformer puisqu'on se transforme. La question est est-ce qu'on peut choisir la façon dont on va se transformer? En fait, toute la question est autour de l'intention. Est-ce que je peux avoir la liberté de choisir là où je vais aller? On parlait tout à l'heure de sport. Un sportif, une personne qui démarre pas du tout sportive, si jamais elle a l'intention de réussir, je sais pas moi, un marathon, on parlait de marathon, il peut se transformer en s'entraînant, et puis il passe de quelqu'un qui faisait pas de sport à un marathonien. Je crois profondément que c'est la même chose dans la vie. J'ai toujours été assez interpellée. Dans les religions, on parle tout le temps de conversion. Je me dis, mais c'est quoi la conversion? Si ce n'est la transformation, finalement, l'accompagnement de cette transformation. Mais une transformation qui arrive dans un endroit souhaité. Et l'entreprise, tu dis, c'est une des caractéristiques des leaders de savoir accompagner ces transformations. Et tu dis, c'est ce qu'on attend d'eux. Bah, oui, ils n'ont pas le choix, parce que le monde se transforme. Donc si ils ne mettent pas en situation l'entreprise d'arriver là où elle va pouvoir arriver, c'est vrai qu'ils ne pourront pas faire leur rôle de leader. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Tout se transforme, nous nous transformons, le leader se transforme. Un leader va pousser la transformation d'une entreprise au regard de ce qu'il est lui-même. Et c'est forcément, ça peut être très bien, mais c'est forcément incomplet. Et c'est là où je pense que le coaching intervient, c'est que le coaching, c'est mettre les leaders en situation, donc leur donner cet espace-temps, où ils vont penser la transformation, où ils vont repérer la transformation qui se fait, non pas
en fonction de ce qu'ils sont, mais en fonction de ce qui pourrait être au sens complétude du terme. Je te prends un exemple, un leader très visionnaire qui a tendance à capter l'air du temps, qui sait ce qu'il veut obtenir pour son entreprise. S'il ne sait pas en même temps développer une qualité de présence, faire avec ce qui se présente, être capable d'agilité, il risque d'envoyer son entreprise dans le mur. À l'inverse, quelqu'un qui a cette grande capacité à saisir les opportunités, à être connecté avec son environnement, si il ne sait pas, s'il n'a pas une vision à peu près claire de là où il doit arriver, il risque de faire prendre les mauvais chemins. Voilà. Donc c'est plutôt monter en lucidité sur qu'est-ce qui me fait, comment je fonctionne, et donc qu'est-ce qui va m'amener à amener la transformation de mon entreprise de telle ou telle façon, et mettre l'intention de se dire oui, il va y avoir transformation. Quels sont les ingrédients que je veux absolument voir dans cette transformation ? Oui, tu employais le mot de lucidité, tu employais le mot d'intention, et toujours par rapport à cette discussion de départ, où tu dis effectivement, on n'a pas le choix finalement, hein, parce que la vie se transforme, et donc c'est moins une décision de se transformer qu'une acceptation de cette transformation, et de la suivre, et de bien la vivre. Mais alors, quand on a cette lucidité, quand on a cette intention, c'est quoi les conditions de la réussite, justement, pour quelqu'un qui met toutes ces conditions et qui dit, bah voilà, j'accepte la transformation, j'accepte de m'ouvrir. Il y a des conditions de réussite pour se transformer ? Je pense que c'est une très bonne question, et c'est la question qu'on se pose. Alors, Jung, quand il a découvert l'alchimie, finalement assez tard dans sa vie, a eu comme une espèce d'attirance, de coup de foudre, parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'ont écrit les alchimistes, ce qu'ont fait les alchimistes, la description du processus de l'alchimie, aussi ésotérique pouvait-elle apparaître, tout à coup Jung, qui avait toutes ces pensées, intuitions, tout ce qu'il avait décrit de la transformation intérieure, tout à coup, il a vu dans l'histoire et à l'extérieur la description du processus que lui essayait d'illustrer en processus intérieur. Et j'ai envie de m'appuyer sur ce qu'il dit pour répondre à ta question. En fait, qu'est-ce que c'est l'alchimie ? De façon extrêmement simple, c'est de transformer le plomb en or en le mettant dans une espèce de vase qui va permettre le processus. Et pour un leader, permettre la transformation de cette entreprise, la condition pour pouvoir le faire, pour moi, c'est de créer ce vase. Et ce vase, c'est cet espace-temps. C'est le fait d'être capable de s'arrêter, de prendre conscience des ingrédients qu'on est en train de mettre, de regarder qui en moi met ces ingrédients-là, et si je laisse ce temps, si je repère les parties de moi qui choisissent ces ingrédients, ça me permet d'entendre qu'il y a d'autres voix en moi qui souvent sont tues, parce qu'on n'a pas le temps de les développer, qui iraient dire d'autres choses et rajouter d'autres ingrédients. Et en fait, c'est ça qui va permettre de faire évoluer le processus de transformation. Et donc d'arriver à la juste transformation. Ça, c'est la première chose, c'est de réussir à se donner cet espace-temps et donc à créer son vase. Je pense que la deuxième chose, qui est tout aussi importante, c'est
qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là ? Il ne suffit pas de monter en lucidité. C'est comment on intègre. Qu'est-ce que je vais tirer comme conclusion ? Comment je vais le transformer en objectif et en action ? Donc c'est ce double mouvement. Ouais. Créer les conditions, le vase, tu parlais d'alchimie, hein, c'est un peu cette image de qu'est-ce qui se passe en moi et comment je le repère et puis comment ça fonctionne avec les autres et puis comment je le mets dans les conditions d'opération, de performance, en tout cas d'action pour que ça débouche sur quelque chose parce qu'à la fin, c'est aussi mon rôle de mettre tout ça en action, quoi. Tout à fait. Le bénéfice de la transformation pour les autres. Hein, je prends quelques exemples. C'est quoi ? Ça peut être plus crédible parce que on est donc plus aligné, plus exemplaire. Il y a ce côté d'exemplarité qui peut nous aider à entraîner les autres. Mieux gérer la diversité des situations et des points de vue. Tu parlais de diversité. C'est ça aussi les bénéfices de sa transformation pour les autres. J'adore ta question parce que quelque part elle est très elle intègre ta question déjà une forme de réponse parce qu'elle part du leader et nous ce qu'on a repéré dans les accompagnements collectifs c'est que la transformation elle ne part pas que du leader. Il ne faut pas croire que le leader maîtrise et contrôle la transformation. L'environnement et l'équipe, j'ai presque envie de dire l'équipe comme une personne vivante en fait, s'impose souvent au leader. Et si le leader sait trop la transformation qu'il veut faire, le risque, c'est qu'il passe à côté d'opportunités fantastiques parce que et c'est toute l'intelligence collective. Souvent l'équipe est plus intelligente que la personne seule du leader et permettre accompagner la diversité pour un leader, c'est aussi il connaît son intention mais accepter de pas savoir et accepter que l'équipe saura mieux accompagner cette transformation que lui-même tout seul. Oui, tout à fait. Merci de préciser ce point d'une question qui parlait probablement beaucoup de moi. Et donc, oui, ce que j'entends, c'est effectivement, on se dit, faut-il se transformer pour transformer une organisation ? Mais en fait, dans le se transformer, en fait, c'est simplement... Faut-il créer les conditions pour accepter ce qui se passe et accompagner ? Donc en fait, on accompagne plus une transformation qu'on ne la provoque. C'est bien ça ? En tous les cas, où tu vois, en t'écoutant, ce qui me venait, c'est de se laisser transformer. Mais pas de manière passive. Donc Jung a écrit ce livre en 1921 qui s'appelle « Les types psychologiques ». Et qui nous fait beaucoup réfléchir et nous indique des choses intéressantes. Ce que nous dit Jung, c'est que notre environnement collectif a tendance à nous assigner dans un rôle. C'est là où on a le plus d'énergie, c'est là où on est le meilleur, et donc c'est là où on est le plus fécond pour le collectif. Maintenant, ce n'est pas ce qui est le mieux pour nous individuellement. Notre conviction absolument profonde chez Osiris, c'est que plus la personne va être complète, plus la personne va aller chercher dans toute cette manne inconsciente, inconnue, plus il va pouvoir... Et donc, pour répondre à ta question, dans un collectif, si j'arrive avec cette intelligence de l'écoute de ce que pourra m'amener l'autre, en fait, je ne saurais bien l'écouter que si, auparavant,
même si je maîtrise pas complètement ce qu'il va me dire, j'ai au moins l'ouverture et l'imagination de comprendre ce que ça peut être. Si c'est complètement dans un angle mort pour moi, j'arriverai même pas à l'entendre quand l'autre me le dira. Donc, pour pouvoir profiter de la diversité, il faut que j'ai fait cette visite intérieure. Et cette visite intérieure, je ne pourrai la faire que si j'ai l'intention de la faire et que je me donne l'espace-temps de le faire. Alors tu parles de visite intérieure. Est-ce que tu peux partager avec nous et avec nos auditeurs un exemple de visite intérieure ou de transformation ou en tout cas d'accompagnement auprès d'un dirigeant qui illustre tout ce dont on vient de parler ? Dans une grande entreprise, un dirigeant arrive après une vraie crise sociale. Les dirigeants précédents ont essayé d'accompagner cette transformation nécessaire pour des raisons financières, pour sauver l'entreprise, quelque part. Et ils l'ont fait de façon un peu brutale, en tous les cas ça a été ressenti comme ça, en expliquant objectivement, rationnellement pourquoi il fallait le faire, mais sans embarquer les personnes, parce que il y avait une forme de résistance sur les valeurs. Ce dirigeant était plutôt un visionnaire. Il savait où il voulait emmener l'entreprise, mais fort de l'expérience de ses prédécesseurs, il avait bien compris qu'il ne pourrait faire qu'avec les gens. Et donc, il s'est appuyé sur sa capacité d'analyse pour repérer que la culture de l'entreprise était très émotionnelle. C'était une entreprise très ancienne, qui avait une histoire et qui revendiquait un comportement très humaniste. Et donc, il a proposé dans un leadership très participatif, ce qui n'était pas forcément le sien, de trouver, de développer la stratégie avec en particulier ses managers et son top 100. Ils ont travaillé ensemble sur comment réussir à embarquer tout le monde. Et le résultat a été finalement une démarche qui allait demander énormément aux managers, parce que le fait de faire partir des collaborateurs de façon douce et respectueuse, et en particulier respectueuse du temps, a obligé ceux qui allaient rester de travailler beaucoup plus dans une très grande désorganisation. Mais ça répondait à la partie émotionnelle souhaitée. Et là où le dirigeant a réussi à vraiment aller dans une forme de complétude, c'est qu'une fois qu'il a développé, lui le visionnaire analytique, cette capacité à accompagner de façon participative en respectant les valeurs et le côté émotionnel de sa culture, il a bien senti le moment où il fallait au contraire faire monter le rythme de façon très agile et en partant de ce qui est et en réfléchissant au pas d'après et non pas sur là où on allait arriver. Donc cette complétude, ça a été l'espèce de vision intelligente de où est-ce que je vais amener mon entreprise dans les 10 ans pour la faire sortir de ce mauvais pas, accompagné de comment je vais permettre à chacun de s'approprier le projet de façon très participative et émotionnelle, et ensuite, dans un deuxième temps, d'être passé dans un rythme très agile, adaptatif,
tout en essayant d'y mettre de la légèreté, de la joie, parce que les années passées n'étaient ni sur la légèreté ni sur la joie. Donc dans l'exemple quand tu donnes, on entend beaucoup de finesse, d'analyse, de subtilité, de compréhension de la situation, ce qui fait que cette transformation est menée à bien. Donc la transformation, c'est beaucoup de légèreté, de subtilité. En fait, je pense qu'il existe plein de formes de transformation. C'est sûr que quand tu es dans une entreprise qui est en pleine croissance, qui est exactement au bon endroit, là où la société en a besoin, où les gens sont enthousiastes, la transformation est heureuse et légère, comme tu dis. Mais je crois que la vie est une alternance et la transformation peut effectivement être heureuse, et elle peut aussi être très très douloureuse. Il faut vraiment pas se voiler la face. Et à chaque fois qu'on va quitter une zone intérieure qui, par sa familiarité, nous réconforte, nous donne confiance en nous, nous permet d'être reconnus, on passe des moments de ravin important, de grands trous, où là, pour le coup, qui peuvent être très inconfortables, très douloureux. Et j'ai envie de dire, plus la transformation est radicale, et plus elle nous fait partir dans le noir, avec tous nos sens paralysés. Si Copernic et Galilée ont eu autant de mal à faire évoluer la connaissance de leur époque, ou si Darwin a tellement traumatisé la société, ou Freud, c'est bien que nous, êtres humains, déjà on sait que l'on va mourir, que les gens que l'on aime vont mourir. C'est pas facile de vivre dans ces conditions-là. Si au moins on peut se rattacher à quelques connaissances, compréhensions, et tout à coup arrivent des moments de transformation, ou même ce sur quoi on peut s'accrocher, tout à coup ça se remet en question, c'est remis en question. Ça peut être extrêmement déstabilisant. Après, on est plus fort. Après avoir vécu cette période-là, on est plus fort. Mais le fait d'avoir des personnes qui sont là pour te tenir la main, t'écouter, ou juste être là, c'est absolument essentiel. Là encore, je reviens sur l'idée que la transformation nous pousse dans nos retranchements et nos vulnérabilités. C'est jamais les moments les plus agréables. Avant de se quitter, Hélène, j'ai pris l'habitude, dans ces épisodes de Chiche, d'essayer de résumer en quelques points la conversation que j'ai eue avec mes invités, avec toi aujourd'hui, en reprenant les éléments de tout ce qu'on s'est dit, que tu as partagé avec nous ici, mais avec mes mots, en fait, comme je l'ai compris, comme je l'ai reçu. Et bien entendu, je t'invite à réagir ensuite si tu ne t'y retrouves pas ou si tu as envie de compléter. Alors, dans cette discussion sur la transformation, c'est les 3 niveaux qu'on a abordés qui me restent à l'esprit. Le moi, les autres et le monde. C'est un peu comme ça que j'ai vécu la conversation. Alors le moi, c'est finalement que même si c'est un processus, il y a bien une intention au départ, une acceptation de la transformation. Il faut que j'y mette du mien. Reconnaître en plus que c'est un processus, ça permet d'ailleurs probablement de mieux connaître les mécanismes. On a parlé de quelles sont les conditions de réussite. Et donc, de cette intention de départ qui est là, qui doit être là, parce que c'est moi qui décide et c'est moi qui perçois que c'est quelque chose, c'est un besoin. Après, il y a le niveau des autres. C'est le niveau où, finalement, je t'ai entendu nous dire que, bien entendu, on ne se transforme pas seul. Que les autres sont au moins aussi importants et parfois plus
dans ce processus de transformation. Et donc là, c'est cette idée que se transformer, c'est probablement aussi, en premier lieu, accueillir les autres, leur laisser de la place, et laisser de la place aussi à cet inconnu de ce qui va devenir ensemble. Voilà, donc il y a cette notion de les autres ont une grande place dans la transformation, alors que parfois, on a l'impression, quand on est un dirigeant peut-être, que tout repose sur soi et que c'est à nous de faire bouger les choses. Et puis le troisième niveau, c'est le niveau du monde qui m'a beaucoup intéressé et qui m'intrigue en fait, je dois l'avouer, parce que c'est un peu contradictoire avec une partie de moi qui a envie de faire bouger les choses. C'est en fait finalement qu'il y a une interdépendance entre moi, les autres et le monde. En travaillant sur moi et en changeant mes habitudes et mes comportements, je contribue à transformer mon équipe et le monde. Mais inversement, la transformation du monde, ce qui m'entoure, ce sur quoi j'ai aucune prise, la vie en fait, je crois que tu disais ça simplement, m'impacte sans que je m'en rende compte. Et donc il y a une interdépendance entre ma transformation et la transformation du monde. Et c'est probablement en le comprenant et en l'acceptant que je peux réussir à avoir un impact sans savoir exactement ce qui va se passer. Écoute, merci pour cette reformulation, visualisation. Oui, je suis ravie que ce soit ce que tu aies entendu, parce que c'est exactement ce que je pense très profondément. Tu sais que je reviens très souvent à la recherche du temps perdu à Proust. C'est une de tes Madeleine. C'est ma base. C'est ta base. Ça fait partie des rencontres très interpersonnelles. Et dans le temps retrouvé, donc à la toute fin, Proust revisite aussi sa vie et son œuvre. Et il dit, en fait, il réalise que tout ce qui s'est passé dans sa vie, au moment où il le vivait, par exemple, quand il était amoureux d'Albertine, tout était autour d'Albertine. Et aujourd'hui, il dit, à la fin de sa vie, il dit, mais finalement, l'amour pour Albertine, ça a été comme l'amour pour Gilberte, ça a été comme... C'est l'amour. Et mon œuvre est faite de ma vie. Que ce soit les chagrins ou les bonheurs, c'est ça qui me fait moi. Et en fait, alors lui, il parle de l'artiste, il dit finalement tout est œuvre pour tout est nourriture pour l'artiste. Mais moi, j'ai envie de l'ouvrir à nous tous. Eh ben, c'est vraiment ça, c'est de se dire, si j'accepte que ma vie est une transformation permanente et complètement influencée par le monde extérieur, si je regarde qui je suis et comment je réagis à ces impacts extérieurs, ça me permet aussi, à la fin, d'être qui j'ai envie d'être. Écoute, je suis ravi qu'on ait pu invoquer Proust et d'autres grands hommes dans cette conversation. On arrive à la fin de notre épisode. Merci infiniment, Hélène, d'avoir accepté de partager ces réflexions avec nous aujourd'hui sur cette notion de transformation. Je savais qu'en parlant avec toi aujourd'hui, ce qui pouvait ressembler à une simple question de management, finalement, deviendrait une discussion bien plus profonde sur la connaissance de soi, sur le monde, sur la place qu'on a envie d'y prendre. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Joget ou par email à l'adresse chiche@marcjoget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.